Parfait. Allons-y. À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'administration publique ouverte. La Commission est réunie par visioconférence afin de procéder à l'audition du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CIS de la Montérégie Centre et des CIUS de l'Estrie-CHU et de l'ouest de l'île de Montréal sur le chapitre 2 du rapport de mai 2023 du vérificateur général intitulé « Octroi de contrat de gré à gré en vertu du décret d'urgence sanitaire ou pour obtenir des places d'hébergement et de main-d'œuvre indépendante ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Bussière-Gatineau est remplacé par Monsieur Lemay-Masson et Madame Cadet-Bourassa-Sauvé par Madame Macron-Westmount-Saint-Louis. Parfait, merci beaucoup. Nous débuterons donc par l'exposé de 10 minutes du vérificateur général, puis nous enchaînerons avec celui du ministère de la Santé et des Services sociaux, le CIUS de la Montérégie Centre et les CIUS de l'Estrie et de l'ouest de l'île de Montréal disposeront ensuite de 15 minutes conjointement pour leur présentation. Le reste de la séance sera consacré aux échanges avec les membres de la Commission. Les échanges se dérouleront par bloc d'une durée d'environ 10 minutes, incluant les questions et les réponses, en alternance entre le gouvernement et les oppositions, afin de permettre à tous les groupes parlementaires d'écouler graduellement leur temps de parole. J'invite donc maintenant le vérificateur général à nous présenter les personnes qui l'accompagnent, puis à faire son exposé. Vous disposez de 10 minutes. Alors, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Commission, Monsieur le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur le Président directeur général du CIUS de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Monsieur le Président directeur général du CIS de la Montérégie Centre, Madame la Présidente directrice générale adjointe du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, c'est avec plaisir et intérêt que je participe à cette séance de la Commission de l'administration publique. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, je vous présente la personne qui m'accompagne, c'est M. Martin Saint-Louis, vérificateur général par intérim. Je vous rappelle d'emblée que notre objectif lors de l'audit de performance dont il est question aujourd'hui était de nous assurer que les établissements de santé et de services sociaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux gèrent adéquatement l'octroi de contrats de gré à gré. Étant donné la période couverte par nos travaux, qui s'étendait du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, notre attention s'est portée autant sur les contrats conclus en vertu du décret d'urgence sanitaire que sur d'autres contrats de gré à gré, dont plusieurs avaient pour but d'obtenir de la main-d'œuvre indépendante ou des places d'hébergement. À l'époque, le réseau de la santé et des services sociaux était notamment composé de 34 établissements, dont 13 CIS et 9 CIUS. 3 d'entre eux ont fait l'objet de nos travaux d'audit. Notre rapport d'audit a été publié en mai 2023. Nous tenons d'abord à souligner que l'octroi de contrats de gré à gré représentait le mode de sollicitation principal des CIS et des CIUS. En effet, en excluant les contrats conclus en vertu du décret d'urgence sanitaire, ces établissements avaient offert en moyenne 73 % de leurs contrats de gré à gré entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022. Notre premier constat était que les contrats conclus de gré à gré en vertu du décret d'urgence sanitaire étaient liés à la pandémie, mais qu'il y a un risque qu'une dépendance envers certains fournisseurs se soit créée. C'est le cas, par exemple, des contrats signés en vertu du décret pour utiliser une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Le ministère n'est pas le propriétaire de ces plateformes, mais entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2022, il a investi 1,3 million de dollars afin de la faire ajuster pour qu'elle réponde à ses besoins. De plus, au cours de ces quelques années, une augmentation significative des coûts associés à l'utilisation de ces services a été observée. Notre deuxième constat concernait le recours à la main-d'œuvre indépendante qui était en hausse et à la forte augmentation des taux horaires associés à cette main-d'œuvre. Au cours de la pandémie, les tarifs de la main-d'œuvre indépendante en soins infirmiers et en soins d'assistance
étaient plafonnés par arrêté ministériel. Par la suite, soit à partir du 31 décembre 2022, ces limitations de tarifs ont pris fin et de fortes augmentations ont été observées. En septembre 2023 et en octobre 2024, des règlements sont venus encadrer le recours aux services des agences de placement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Toutefois, l'application de ces règlements n'a pas été auditée puisqu'elles ont été adoptées après le dépôt de notre rapport d'audit. Enfin, nous avons observé que pour l'acquisition de places d'hébergement, l'appel d'offres public est peu utilisé et que lorsqu'il l'est, il donne peu de résultats. Il est question ici de places d'hébergement dans des ressources intermédiaires, soit des milieux de vie résidentiels adaptés qui hébergent notamment des personnes en perte d'autonomie ou ayant des besoins particuliers, des CHSLD privés ou des résidences privées pour aînés. Les besoins sont en augmentation et le processus utilisé pour obtenir des places doit pouvoir y répondre. Il est à noter que lorsque les établissements avaient recours à des appels d'offres publics, plusieurs devaient être annulés faute de soumissionnaires ou encore parce que les soumissions reçues n'étaient pas conformes. En outre, plusieurs soumissions ont été rejetées pour des motifs d'ordre administratif. En fin de compte, la grande majorité des contrats pour l'acquisition de places d'hébergement étaient négociés de gré à gré. Par ailleurs, dans le cadre de notre audit, nous avons également observé certains enjeux par rapport au respect des exigences du cadre normatif. Je conclus en précisant qu'au terme de nos travaux, nous avons adressé 4 recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu'une recommandation aux 3 établissements audités. Nous tenons à souligner que les entités auditées ont adhéré à toutes nos recommandations et qu'un suivi de ces dernières est en cours. Je tiens à remercier le personnel du ministère et de chacun des établissements audités pour leur collaboration à cet audit de performance. J'aimerais aussi mentionner aux membres de la commission qu'ils peuvent compter sur mon entière collaboration. Merci. Bien, merci, M. Fortin. J'invite maintenant le ministère de la Santé et des Services sociaux à nous faire sa présentation. Je vous invite à vous présenter également, puis à faire votre exposé. Vous disposez de 10 minutes. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est Daniel Paré. Je suis sous-ministre à la Santé, au ministère Santé et Services sociaux. Mesdames et Messieurs les députés, membres de la Commission, Monsieur le vérificateur général par intérim, collègues de Santé Québec, du CIUS de l'Estrie-Chute, de Sherbrooke, du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et du CIS de Montérégie-Centre, Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter les personnes de l'équipe ministérielle qui m'accompagnent aujourd'hui. Il s'agit de Madame Caroline de Pocamendi-Morin, sous-ministre adjointe aux services sociaux, à la santé mentale et la réhabilitation, ainsi que Mme Geneviève Landry, sous-ministre adjointe aux aînés et aux proches aidants et secrétaire aux aînés. Je débute mes remarques en vous confirmant, Monsieur le vice-président, que le ministère accueille favorablement et avec beaucoup d'ouverture les recommandations du rapport du vérificateur général portant sur l'octroi de contrats de gré à gré en vertu du décret d'urgence pour obtenir des places d'hébergement et de main-d'œuvre indépendante déposées en mai 2023. Tout de suite après avoir pris connaissance, nous avons travaillé à l'élaboration d'un plan d'action afin de déployer les mesures qui donnent écho aux recommandations qui interpellent directement le ministère. Soyez assurés que depuis, l'équipe ministérielle a mis tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre. Je profite d'ailleurs de ce temps de parole pour mentionner que le plan d'action est en bonne voie d'être réalisé. Je souligne au passage que depuis quelques mois déjà, Santé Québec participe au plan d'action pour les activités qui sont maintenant sous sa responsabilité. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence de 2 membres de l'équipe de direction de Santé Québec, soit M. Vincent Lehoulier et Mme Robin Mary Coleman, qui pourront contribuer aux échanges cet après-midi. Monsieur le vice-président, j'aimerais tout d'abord nous ramener dans l'esprit du mandat du VGQ qui s'est déroulé dans un contexte de pandémie. Le Québec était alors en état d'urgence sanitaire et les règles ont été assouplies afin de pouvoir offrir une réponse rapide aux besoins des citoyens dans cette situation exceptionnelle que nous vivions. En tout temps, nous avons le devoir de respecter les obligations et les règles prévues par les organismes régulateurs en matière d'appel d'offres et de gestion contractuelle. L'application de ce cadre se fait de façon stricte
et peut effectivement entraîner une certaine lourdeur administrative qui peut avoir un impact sur la capacité d'en appeler au marché. Néanmoins, Monsieur le Vice-président, nous restons à l'affût de nouvelles façons de faire innovantes qui contribueraient à alléger la charge administrative liée à l'octroi de ce type de contrat. Je reviens rapidement sur les 3 constats principaux qui ressortent du rapport. Premièrement, il a été relevé qu'il existe un risque de dépendance envers les fournisseurs, bien que les contrats de gré à gré aient été conclus pour faire face à la pandémie en conformité avec le décret d'urgence sanitaire. En réponse à ce constat, le ministère s'est rapidement mis en œuvre en confiant 2 mandats d'analyse à une entreprise spécialisée et reconnue en la matière afin d'obtenir une évaluation neutre et indépendante relativement aux coûts et aux avantages d'un éventuel élargissement de la plateforme. Un comité aviseur a aussi été formé afin d'analyser les conclusions du rapport d'évaluation et les différents scénarios possibles pour un élargissement éventuel du recours à la plateforme de prise de rendez-vous. La conclusion, à la suite de ces 2 mandats d'analyse, était de procéder à un appel d'offres public. Le contrat dont il est question dans le rapport a été prolongé jusqu'en 2026, le temps d'obtenir toutes les approbations requises. Exemple, dossier d'opportunité, dossier d'affaires, de lancer l'appel d'offres et d'octroyer le contrat et de migrer vers la nouvelle plateforme, le cas échéant. Le deuxième constat est à propos de la hausse du recours à la main-d'œuvre indépendante, surtout pour les soins infirmiers et d'assistance. Le rapport fait aussi ressortir que les taux horaires associés étaient en forte augmentation. Le plan santé publié en 2022 est venu placer la vision des autorités pour mener les changements nécessaires pour avoir un système de santé et de services sociaux efficace et qui soit un employeur de choix. Le ministre y a confirmé son objectif de mettre fin graduellement au recours d'agences privées et à la main-d'œuvre indépendante, dont le coût était devenu un fardeau important. La loi limitant le recours au service d'une agence de placement de personnel et de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux et son règlement adopté le 4 octobre 2023 sont venus mettre en place les leviers nécessaires pour y arriver. Avec le plafonnement des tarifs payés aux agences et à la main-d'œuvre indépendante, nous avons limité l'augmentation des coûts. Ce changement, combiné à l'entrée en vigueur de nouvelles conventions collectives, a contribué aussi à ramener plus de 5 000 travailleurs d'agences dans le réseau public. Le plafonnement des taux horaires de la main-d'œuvre indépendante ont permis une économie de plus de 633 millions seulement en 2024-25. Le troisième constat du rapport du VGQ portait sur les appels d'offres en matière d'acquisition de places d'hébergement qui souvent donnaient peu de résultats concluants. À cet égard, le ministère a établi un portrait du besoin d'hébergement par région administrative au Québec et poursuit ses analyses prospectives et ses travaux de modélisation pour le recours à l'hébergement de longue durée pour ainsi demeurer à l'affût des besoins populationnels. Des résultats concrets sont observés à ce jour et le ministère, en collaboration avec Santé Québec, poursuivra ses efforts. En effet, le projet de maison des aînés et maison alternative permettra la création de plus de 3 480 places en hébergement de longue durée, et ce, pour les clientèles aînées, mais aussi pour les clientèles en déficience physique, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Plus récemment, lors du dernier budget, la mise à l'étude de 5 000 à 7 000 places supplémentaires sur un horizon de 8 à 10 ans a été annoncée. De plus, en mars 2025, 23 CHSLD auront été conventionnés au total et 8 CHSLD demeurent en action pour réussir à appliquer les conditions de travail du réseau public. De plus, les démarches se poursuivent pour le conventionnement de 9 autres CHSLD. Par ailleurs, il faut suivre nos actions dans une approche globale visant à soutenir le maintien des personnes âgées à domicile et pour les personnes ayant besoin d'accompagnement de soutien à l'autonomie qui va au-delà de l'hébergement. En ce sens, les investissements récents en soutien à domicile en témoignent. Depuis 2019, près de 400 000 usagers ont reçu des services en soutien à domicile pour une prise en charge moyenne de 13 000 usagers par période. Le tout soutenu par des investissements qui ont amené le budget à presque doubler entre 2019-2020 et aujourd'hui, passant de 1,4 milliard à 2,6 milliards. Pour ce qui est du processus d'appel d'offres comme tel, les établissements sont encouragés à procéder par des processus d'appel d'offres à moyen et long terme, mais plutôt qu'à les court terme afin de maintenir les usagers dans les milieux de vie. Des analyses sont en cours pour répertorier les appels d'offres pour lesquels aucun soumissionnaire n'a appliqué afin de documenter et comprendre les motifs. Je suis confiant que les actions réalisées et celles à compléter
dont je viens de vous faire état répondent aux préoccupations soulevées dans le rapport du vérificateur général. Cette période de pandémie, du jamais vu dans l'histoire du réseau de la santé et des services sociaux, a permis de revoir certaines façons de faire, et ce, dans l'objectif unique de répondre aux besoins en santé et services sociaux de l'ensemble de la population. Nous allons poursuivre en ce sens avec nos collègues de Santé Québec, dans le respect de nos responsabilités respectives, à contribuer à rendre le système de santé et services sociaux plus efficace. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Bien, merci, Monsieur Paré. J'invite maintenant le 6 de la Montérégie Centre et les CIUS de l'Estrie et de l'Ouest de l'île de Montréal à nous faire leur présentation. Je vous invite à vous présenter, puis à faire votre exposé. Vous disposez d'une quinzaine de minutes environ. Merci. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est Richard Deschamps. Je suis PDG du 6 de la Montérégie Centre. Je suis accompagné de Mme Marie-Claude Boutin, directrice des affaires corporatives et des partenariats. Mesdames, Messieurs, les membres de la Commission parlementaire, merci de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter l'état d'avancement du plan d'action en réponse à la recommandation 5 du vérificateur général du Québec, apparaissant au chapitre 2 du tome de mai 2023 de son rapport pour l'année 2022-2023. Cette recommandation, formulée à l'attention des CIS et des CIUS audités, préconisait de donner plus d'informations en amont aux soumissionnaires potentiels pour les contrats de places d'hébergement afin de favoriser la présentation de soumissions conformes. Le rapport du vérificateur général portait plus largement sur l'octroi des contrats de gré à gré en vertu du décret d'urgence sanitaire ainsi que pour l'acquisition de places d'hébergement et de main-d'œuvre indépendante. La gestion adéquate des contrats de gré à gré est d'une importance cruciale pour l'efficacité, la transparence et l'intégrité de notre système de santé. Et elle nécessite des actions concrètes et mesurables pour répondre aux attentes des citoyens et des élus. Dès la publication du rapport en mai 2023, notre organisation a rapidement mis en œuvre un plan d'action structuré pour corriger les lacunes identifiées et renforcer la conformité des processus d'attribution des contrats. Ce plan, recommandé par le comité de vérification le 14 septembre 2023 et entériné par notre conseil d'administration le 21 septembre 2023, s'inscrit dans un cadre institutionnel rigoureux, visant notamment à assurer une gestion intègre, transparente et efficace des fonds publics, conformément à la loi sur les contrats des organismes publics et aux directives émanant du secrétariat du Conseil du Trésor. Les principes directeurs de ce plan sont clairs. Transparence, responsabilité, rigueur et amélioration continue. Il ne s'agit pas simplement de se conformer aux exigences légales, mais de créer une culture organisationnelle axée sur la qualité et l'efficience des services publics, tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources publiques, comme l'exige la loi sur l'administration publique et la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Nous reconnaissons que la confiance du public dépend de notre capacité à démontrer une gestion efficace, responsable et transparente, et nous sommes déterminés à répondre à cette exigence. Pour répondre à la recommandation 5 du vérificateur général, c'est-à-dire de donner plus d'informations en amont aux soumissionnaires potentiels pour les contrats en place d'hébergement afin de favoriser la présentation de soumissions conformes, plusieurs mesures concrètes ont été mises en place. La première, des séances d'information pour les soumissionnaires potentiels. Nous avons instauré des séances d'information systématiques pour les prestataires de services, offertes dans les 5 jours suivant la publication de chaque appel d'offres. L'objectif est de s'assurer que les soumissionnaires comprennent clairement les exigences des appels d'offres afin de réduire le nombre de soumissions non conformes. Ces séances sont conçues pour renforcer la conformité des soumissions en clarifiant les attentes en matière de documents requis, comme les lettres de garantie bancaire et les autorisations de l'Autorité des marchés publics, conformément à l'article 21.17 de la LCA. Elles permettent également de mieux encadrer les prestataires de services en matière de respect des règles contractuelles en évitant les erreurs administratives fréquentes qui peuvent entraîner des refus de soumission et des retards dans l'attribution des contrats. Nous savons que la qualité des réponses aux appels d'offres est essentielle pour garantir une utilisation optimale des fonds publics et pour assurer que les services offerts répondent aux normes élevées que les citoyens sont en droit d'attendre. C'est pourquoi nous continuons à investir dans la formation et l'accompagnement de nos partenaires afin de créer un environnement contractuel plus prévisible et plus transparent. La deuxième mesure, la bonification des informations disponibles en ligne. À ce titre, nous avons amélioré l'accessibilité et la qualité des informations disponibles en ligne en publiant sur l'extranet Santé Montérégie des informations claires et facilement accessibles concernant les modalités d'application des appels d'offres. Cela inclut notamment des rappels sur l'importance de l'autorisation de contracter de l'AMP, un aspect essentiel pour garantir la conformité des soumissions.
Cette approche vise à réduire les ambiguïtés et à encourager une participation plus large et plus compétitive des prestataires de services, tout en assurant une gestion plus rigoureuse des fonds publics en concordance avec les principes de la loi sur les contrats des organismes publics. Les premières données recueillies montrent des progrès encourageants. Bien que l'impact des mesures mises en place sur l'augmentation du nombre de soumissions conformes demeure difficile à apprécier en raison du faible nombre d'appels d'offres pour des places en hébergement. Par exemple, entre le 1er juin 2023 et le 25 novembre 2024, seulement 3 appels d'offres ont été lancés. De ces 3 appels d'offres, 2 ont donné lieu à la conclusion de contrats de service, tandis que le 3e a dû être annulé, puisqu'un seul soumissionnaire avait présenté une offre, laquelle a malheureusement été jugée non conforme en raison de l'absence de l'autorisation de l'AMP, et ce, malgré la participation de ce soumissionnaire à une séance d'information. Ce constat souligne l'importance de poursuivre nos efforts pour mieux informer nos partenaires, renforcer la compréhension des exigences légales et améliorer le taux de conformité des soumissions. Nous devons continuer à accompagner les prestataires de services pour qu'ils puissent se conformer pleinement aux exigences des appels d'offres publics et contribuer ainsi à une gestion plus rigoureuse des ressources publiques. À cette fin, nous prévoyons intensifier nos efforts de formation et de sensibilisation en collaboration avec nos partenaires institutionnels. Je tiens également à souligner que cette démarche d'amélioration continue a été reconnue par le vérificateur général de l'époque dans une lettre adressée en mars 2025 à Mme Maryse Poupard, qui était la présidente directrice générale de notre établissement. Dans cette lettre, le vérificateur général, M. Martin Saint-Louis, a confirmé que notre organisation faisait montre de progrès satisfaisant à l'égard de cette recommandation, tout en nous encourageant à poursuivre nos efforts dans cette voie. Concernant le suivi de la recommandation 5, la même lettre nous invite à transmettre un nouvel état d'avancement en mai 2026, accompagné de documents nécessaires pour attester de la mise en œuvre des améliorations prévues. Cette échéance s'inscrit dans notre engagement à assurer un suivi transparent et continu des mesures entreprises, conformément aux attentes de nos partenaires gouvernementaux et des citoyens que nous servons. Par ailleurs, même si la recommandation 5 du vérificateur général ne portait pas sur cette dimension, nous avons choisi de faire de la réduction puis de l'élimination du recours à la main-d'œuvre indépendante une priorité de grande importance dans la stratégie d'amélioration de notre établissement. Nos actions à cet égard répondent directement au décret pris par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, à l'automne 2023. À cette fin, nous avons mis en place des mesures strictes pour réduire notre dépendance à la main-d'œuvre indépendante en faveur de solutions plus stables et pérennes. Nous avons obtenu d'excellents résultats découlant de cette stratégie. Depuis avril 2025, je suis fier de vous annoncer que le CIS de la Montérégie-Centre n'a plus recours à la main-d'œuvre indépendante pour la prestation des services cliniques auprès de ses usagers. Ce résultat est le fruit d'une planification rigoureuse, d'un renforcement des capacités internes et d'une gestion proactive des ressources humaines. Nous avons atteint cet objectif sans compromettre la qualité des soins offerts à nos usagers, en garantissant une continuité de service essentielle à la mission de notre organisation. Cette transition Merci. Écoutez, on me faisait une petite mise à jour. Je pense qu'on va céder la parole directement au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal pour la prochaine intervention. Est-ce que ça vous convient? Je pense que on ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est bien ouvert? Non, on ne vous entend toujours pas. On va suspendre quelques instants, si vous permettez, pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, on vous revient le plus rapidement possible. Merci. Eh bien, nous reprenons nos travaux. On a eu un petit souci d'ordre technique et je constate que j'ai finalement interrompu M. Deschamps dans la fin de sa présentation. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, M. Deschamps, avant qu'on puisse procéder à la suite? Non, sincèrement, M. le Président, j'arrivais à quelques lignes de la fin. Je pense que l'essentiel a été dit. Merci beaucoup. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. Je cède donc la parole maintenant à Madame la Présidente Directrice Générale Adjointe du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Allez-y, Madame.
Merci, Monsieur le Vice-président. Mesdames et Messieurs, députés, membres de la Commission, bonjour. Alors, donc, je poursuis avec le contexte du siège de l'Ouest de l'île de Montréal. On se rappellera que pour faire face à la pandémie, nous avions plusieurs éléments à mettre en place, notamment augmenter la capacité en centres hospitaliers, les CH, augmenter les lits accessibles en centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, et en ressources intermédiaires, les RI, pour libérer les lits occupés par les patients catégorisés au niveau de soins alternatifs, les NSA, dans les CH. Il fallait aussi cesser l'occupation multiple des chambres en CH et en CHSLD pour des raisons de contrôle et de prévention des infections. L'abolition des chambres à occupation multiple a réduit la capacité de lits et ainsi augmenté la pression déjà existante liée au déficit historique de places en CHSLD et de lits en CH sur le territoire de l'Ouest de l'île de Montréal. Ainsi, en 2021, nous avions diminué la capacité litière en santé mentale de 19 %, soit 64 lits, et de 12 % en médecine-chirurgie, soit 52 lits. Pour les places en hébergement, ce sont 247 lits fermés en chambres multiples. De plus, tout au long de la pandémie, l'hôpital général du Lakeshore fut parmi les 5 hôpitaux de la province ayant le plus grand ratio de lits occupés par des patients COVID-19 positifs, atteignant parfois jusqu'à 115 lits sur un total de 198 lits disponibles. Ajoutons à cela le retrait des employés atteints de la COVID, publié sur Intranet une foire aux questions sur la politique d'approvisionnement. Nous avons organisé des groupes de formation pour les gestionnaires et tenu un webinaire enregistré et déposé en ligne sous forme de capsules d'information pour sensibiliser les postulants aux appels d'offres d'achat de places d'hébergement, aux critères pour déposer des documents administrativement admissibles. Afin de mettre fin au recours à la main-d'œuvre indépendante, nous avons suivi en continu les heures travaillées en MOI par les directions. Nous avons émis plusieurs directives organisationnelles sur l'utilisation de la MOI comme étant un dernier recours et principalement sur les quarts de travail défavorables. Nous avons mis en place les mécanismes requis au respect des contrats du CAG et travaillé activement à recruter du personnel en provenance des agences. Finalement, nous avons pu observer des améliorations notables. La sensibilisation, la formation offerte aux répondants donnent des résultats tangibles sur la conformité des soumissions pour les achats de places. Nous sommes passés de 33 % en 22-23 à 83 % en 24-25 de conformité administrative des soumissions. Avec le retour au processus usuel, le CIUS voit une augmentation constante du ratio de recours aux appels d'offres. De 13 % en 22-23, nous sommes passés à 33 % en 24-25. En terminant, le CIUS respecte la loi et le règlement pour limiter l'utilisation des agences de placement de personnel et de main-d'œuvre indépendante. Depuis le 31 mars 2025, nous avons éliminé l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, sauf dérogation spécifique. Les mesures sont en place pour continuer à assurer la rigueur nécessaire à l'application de la LCOP et de la politique et procédures découlant. Le CIUS s'aligne aussi maintenant aux politiques et directives de Santé Québec concernant l'approvisionnement. Merci et nous demeurons disponibles. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Je cède maintenant la parole au Dr Stéphane Tremblay, président directeur général du CIUS de l'Estrie. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, membres de la commission, représentants du vérificateur général, monsieur le sous-ministre, chers collègues des 2 autres établissements, bonjour. Peut-être juste avant de débuter, vous dire que je suis accompagné de monsieur Steve Goulet, qui est notre responsable pour le respect de l'application des règles contractuelles au sein de l'établissement, et également de madame Nathalie Bolduc, qui est directrice au soutien à domicile et également pour la clientèle avec déficience et troubles du spectre de l'autisme, et incluant le mécanisme d'accès à l'hébergement. Le CIUS de l'Estrie-Chausse est un établissement à mission unique qui soutient et offre des soins et services à une population de plus de 525 000 personnes. Situé en région, son organisation de services s'adapte continuellement à la réalité urbaine, semi-urbaine et non urbaine de notre territoire. Il compte actuellement plus de 800 partenaires en hébergement œuvrant auprès d'une clientèle en besoin. À la suite du rapport du vérificateur général de mai 2023, nous avons pris connaissance de la recommandation qui a été émise à notre égard, soit celle de donner plus d'informations en amont aux soumissionnaires potentiels pour les contrats de place d'hébergement afin de favoriser la présentation de soumissions conformes.
Le CIUS de l'Estréchus a développé un plan d'action à la suite de cette recommandation composé de 5 axes principaux. Ce plan d'action a été adopté par moi-même le 15 septembre 2023 et un état d'avancement auprès du VGQ a été effectué le 22 novembre 2024. La dernière appréciation écrite du VGQ date du 17 mars dernier avec un niveau de progression satisfaisant. L'un des constats était à l'effet que pour l'acquisition de places d'hébergement, l'appel d'offres public est peu utilisé et lorsqu'il l'est, il donne peu de résultats. Pour le CIUS de l'Estréchus, nombreux appels d'offres publics ont dû être annulés parce que les soumissions reçues n'étaient pas conformes. Notre plan d'action se compose des axes suivants. Développer un outil de communication et d'information web de référence pour informer les soumissionnaires potentiels des modalités des exigences pour les appels d'offres au sein du CIUS de l'Estréchus. Cet outil se retrouve sur notre site d'établissement. On y retrouve plusieurs informations selon les types de ressources visées ou des besoins visés. Puis on a même clarifié certaines catégories pour les appels d'offres. Nous avons également mis en place en janvier 2024 une équipe dédiée pour la promotion de recrutement de RIRTF pour la clientèle 0-100 ans. Nous avons assurer un balisage adéquat des ressources afin qu'elles soient sondées pour connaître leurs besoins de soutien et pour mieux accompagner les futures ressources. En novembre 2024, un nouvel outil a été développé avec l'aide de la direction qui est responsable de l'hébergement en CHSLD. L'axe 2, développer des outils spécifiques pour soutenir l'ensemble des opérants potentiels, tant ceux qui sont plus structurés que ceux qui le sont moins. Des aides-mémoires, des étapes pas à pas leur permettant de traverser l'ensemble des éléments, des étapes afin de pouvoir soumettre une offre qui est jugée conforme. On a également développé un outil de référence accompagnement pour les postulants au niveau des ressources intermédiaires, incluant une rédaction d'une lettre type d'intention. L'axe 3, fournir davantage d'informations détaillées sur le profil des usagers et leurs requis de service. Donc, à l'intérieur de nos appels d'offres, nous avons fait l'effort d'améliorer le profil ciblé de la clientèle en besoin, diagnostic, limitation, requis. Puis par la suite, en date d'octobre 2024, nous avons organisé un salon sur les familles et pour les résidences afin avec les directions cliniques, qu'on puisse échanger avec eux sur les besoins spécifiques de certaines clientèles. L'axe 4, à la suite de publication d'appels d'offres sur le système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec pour obtenir des places d'hébergement, poursuivre les approches auprès des ressources du réseau local de services concernés pour solliciter des offres et répondre aux questions. Essentiellement, les équipes de gestion du CIUS de l'Estréchus connaissent bien la réalité de l'ensemble des 9 réseaux locaux de services. Et lorsqu'un appel d'offres est lancé, nous sollicitons, nous informons les opérants potentiels de cet appel d'offres tout en leur indiquant notre soutien et notre accompagnement à certains points lors de la procédure. Et axe 5, analyser et documenter les éléments de non-conformité des propositions soumises lors de nos appels d'offres pour les places d'hébergement, essentiellement dans un but d'améliorer et d'identifier les problématiques rencontrées autant par les opérants, autant par la qualité de nos appels d'offres. Notre appréciation de l'état d'avancement de notre plan d'action est à l'effet que les 3 premiers axes sont complétés à 100% et que les 2 derniers sont appliqués en continu. Vous trouverez ci-bas, vous trouverez maintenant la mise à jour des appels d'offres pour la période d'avril 2022 à 2025. Essentiellement, lorsqu'il y a eu l'audit fait par le vérificateur général, nous avions fait 18 appels d'offres qui avaient été publiés, dont 4 se sont conclus formellement. Et de la période de la fin de l'audit, soit du printemps 2022 à maintenant, 5 appels d'offres publics ont été faits, dont 4 se sont conclus par un appel d'offres formel. Une seule soumission a été jugée non conforme. Je me permets en toute fin de vous soumettre quelques informations quant à la main-d'œuvre indépendante au sein de l'établissement. À la suite de l'adoption de la loi et des différents règlements, l'établissement se doit de retirer la main-d'œuvre indépendante au sein de nos secteurs pour octobre prochain, étant parmi le groupe de la phase 2 de l'application des règlements. À ce jour, je peux vous confirmer que nous sommes en mesure de vous indiquer que la main-d'œuvre indépendante sera absente de notre milieu au plus tard le 15 septembre prochain. Je vous remercie de votre attention.
Bien, merci Monsieur Tremblay. Nous en arrivons donc au moment de la période d'échange. J'aimerais vous préciser, pour faciliter justement les échanges, peut-être avant de poser votre question, Mesdames, Messieurs les députés, de nous préciser à qui elle s'adresse. Ce sera plus facile de coordonner tout ça. Donc, on va maintenant commencer. Il y a un bloc d'environ 10 minutes pour la partie représentant le gouvernement. Et je cède la parole à Madame la députée de Laval-des-Rapides. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre temps cet après-midi avec nous à la CAP, à la Commission de l'administration publique. C'est apprécié. J'ai une question, surtout pour l'équipe du MSSS et acquis de droit. Donc, c'est sûr, le contexte pandémique, le risque de dépendance aux fournisseurs constat 1. Une analyse devait être entamée sur le recours, sur les investissements sur une plateforme appartenant à un tiers. Je me demandais quels sont les résultats à ce jour, où vous en êtes. Certains d'entre vous, vous vous êtes avancés sur le tout. Vous avez parlé de mandat d'analyse, d'entreprises spécialisées. Et si vous pouvez aussi nous détailler, nous en dire davantage sur vos plans futurs. Merci. Oui, Monsieur le vice-président, Daniel Paré. Ici au ministère, je vais débuter un élément de réponse et par la suite, peut-être les collègues de Santé Québec, parce que vous savez qu'on a un transfert de responsabilité depuis le 1er décembre, pourront compléter ma réponse. Absolument. Effectivement, là, comme vous le mentionnez, dans notre plan d'action, on a voulu faire vraiment une analyse, parce qu'il faut savoir dans la plateforme, on va parler au concret de la plateforme Clic Santé. Elle existait avant la pandémie. Les établissements l'utilisaient principalement pour justement gérer leur stratégie de vaccination. Donc, c'était quand même une plateforme de rendez-vous et qui a été utilisée après ça à grand déploiement pendant la grande campagne de vaccination de Québec. Et qui est toujours en actualisation. Fait que suite au comité, puis suite à nos analyses, il est devenu très, très clair là, qu'on devait aller en appel d'offres. Et fait que ça, c'est le premier grand constat. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la dernière année, il y a eu un gros appel d'offres au niveau du système du dossier de santé numérique, le DSN, comme on l'a appelé le DSN, et qu'on est en appel d'offres. Et ce système-là va ultimement remplacer ou joindre les futures plateformes de rendez-vous. Fait qu'on a déjà été dans ce cadre-là, mais on a maintenu, pour s'assurer de maintenir des services, là, un contrat de gré à gré pour le système Clic Santé, là, qui est la compagnie Trimos. Mais comme j'ai mentionné tantôt dans mon allocution là, qui se terminera là, à l'été ou au printemps, je devrais dire, 26, puis il y aurait des appels d'offres complémentaires là, qui vont aller par la suite. Je posais la question aux collègues peut-être de Santé Québec, parce que, comme je vous disais tantôt, on va avoir, dans nos éléments de réponse, on va souvent avoir cet élément-là, parce que ce dossier-là est maintenant repris au niveau des opérations là, de Santé Québec, et Mme Coleman a peut-être des éléments complémentaires à ma réponse. Oui, parfait. Merci, Monsieur Paré. En fait, effectivement, Santé Québec, suite aux éléments déjà mentionnés, a entrepris une réflexion organisationnelle sur les différentes plateformes de prise de rendez-vous afin d'élaborer une stratégie à améliorer les services offerts aux citoyens et citoyennes. Et justement, il est prévu, en fait, de lancer un appel d'offres l'été 2025 qui vise davantage, là, en fait, une solution d'architecture globale là, pour répondre à l'ensemble des plateformes de rendez-vous. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que ça complète la réponse, M. Paré, que vous souhaitiez apporter, ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants de Santé Québec qui souhaitaient prendre la parole pour le moment? Non, ça complète, M. le vice-président. Parfait. Madame la députée de Laval-des-Rapides, est-ce que la réponse était à votre convenance? Oui, merci, Monsieur le Président. Parfait. On va maintenant passer à l'opposition officielle. Pardon.
Oh, excusez, Madame la députée. Avant, en fait, je me demandais si on allait ajuster le temps un petit peu après, mais Madame la députée de Bellechasse, si vous voulez prendre la parole sur ce premier bloc, vous pouvez y aller, aucun problème. Merci, Monsieur le Président. On a encore quelques minutes, je pense. Hein? Oui, il reste environ 5 minutes. Excellent, merci beaucoup. Merci d'être là, hein, de répondre à nos questions. Je veux revenir sur ce que ma collègue a mentionné, puis je veux être sûre que j'ai bien compris. Dans le fond, la plateforme actuelle, elle continue son usage. Il y a eu une prolongation du contrat jusqu'en 2026, le temps de monter le dossier d'opportunité, dossier d'affaires, pour que ce soit intégré au DSN par un octroi d'appel d'offres qui, lui, sera lancé par Santé Québec. Est-ce que j'ai bien compris? Daniel Paré, dans le fond, c'est qu'il y a eu, au niveau du DSN, qui va être le grand système de dossier santé numérique, ça, l'appel d'offres a déjà eu cours et c'est la compagnie EPIC qui a gagné cet appel d'offres-là. Mais en même temps, ça va être comme, je dirais, la plateforme maître qu'on pourrait dire et le futur appel d'offres au niveau pour le système de rendez-vous qui remplacerait, en guillemets, le système là, fait par Clic Santé va se joindre à cet outil-là. Fait que c'est comme ça, je dis qu'il y a tout un niveau d'architecture différent qui a été pensé. Et c'est pour ça que déjà, dans le premier système, il y a un appel d'offres qui a été lancé, mais il y aura aussi un autre appel d'offres qui va suivre là, pour la suite. Merci. Dans une deuxième question, face à la recommandation 3, établir des mesures afin de favoriser une plus grande offre de services pour les places d'hébergement, il a été mention d'établir un portrait clair requis pour l'hébergement et ça, dans le fond, c'est fait pour les prochaines années et aussi de produire une analyse, j'imagine, à la lumière du portrait pour modéliser le recours à l'hébergement longue durée. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par région de manière très large ou, parce que vous connaissez ma sensibilité, comment ça s'est fait en fait? Puis quelles sont un peu la suite des choses? Monsieur le vice-président, je passerai la parole à ma collègue du ministère, Mme Geneviève Landry, qui est sous-ministre en la matière pour les aînés. Et après ça, peut-être même mon autre collègue, Mme de Pocambendi-Morin, pourrait compléter pour les autres clientèles. Parce qu'effectivement, je vous confirme que oui, il y a eu des travaux de fait là, sur cartographie ou sur des besoins futurs. Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Ce qui est important, c'est que chaque personne qui intervienne précise quel est son rôle, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, merci pour la parole et la question, Monsieur le vice-président. Geneviève Landry, ministre adjointe aux aînés et aux proches aidants au ministère de la Santé et Services sociaux. Effectivement, depuis quand même, là, belle lurette, là, nous, en fait, 2016, un peu le point de référence où nous faisons des analyses des besoins en hébergement longue durée, soit CHSLD, public, privé, conventionné, ou encore en RI-RTF également, là, qui sont nos principaux milieux d'hébergement, que ce soit aînés ou encore d'autres clientèles là, représentées par ma collègue ici présente. Ces analyses-là sont assez évolutives et se basent sur la démographie, bien sûr. Donc, dans ce cas-ci, la dernière analyse fait 2023-2033, en fait. Ça base vraiment là, sur la démographie selon l'âge de la population là, de 70 ans et plus, en regardant les places d'hébergement requises par 100 habitants. C'est un peu comme ça, de 70 ans et plus, qu'on fait les analyses. Donc, pour l'ensemble de la province. Et ces analyses-là, oui, on peut dire j'ai besoin de X places d'hébergement à tel moment. Cependant, il faut les jumeler à beaucoup d'autres choses qui se passent autour là, de l'hébergement des personnes vieillissantes encore. Donc, faut les jumeler à toute l'offre que nous avons en RPA. Il faut les jumeler au soutien à domicile, à l'accroissement de l'offre en soutien à domicile. Il faut regarder également toutes les mesures qui ont été financées en lien avec les sorties d'hôpitaux, la fluidité hospitalière, avec le conventionnement. Vous savez qu'actuellement, on est en train de discuter avec tous les CHSLD privés pour leur offrir un soutien accru au niveau du conventionnement, donc en équité de financement, accroître les places éventuellement. J'ai aussi du logement social et communautaire qui se construit. Je vous arrête, oui. Je m'excuse, juste parce que le temps file, puis je veux bien comprendre quand vous dites on doit considérer, vous voulez dire que vous arrivez à des données globales, puis vous considérez les mesures qui ont été prises déjà pour
arriver à une donnée qui est plus représentative de la réalité de chacune des régions. C'est bien ça? En fait, c'est que j'arrive à une donnée, mais cette donnée-là, elle reflète vraiment les pratiques actuelles, c'est-à-dire le même niveau d'hébergement que je fais actuel en longue durée. On sait qu'on se dirige vers un grand virage du soutien à domicile. Donc, on veut répondre aux places d'hébergement à longue durée. Il va toujours avoir un besoin, c'est-à-dire environ 3 de la clientèle actuellement qui en a besoin sur 97 qui est toujours à domicile. Donc, quand je regarde mon chiffre, je ne peux pas me dire c'est ça que je dois construire éventuellement. Je dois me dire comment le SAD vient influencer, par exemple, j'accrois mon SAD, j'ai accru énormément le nombre d'heures fait depuis 2019. Donc, je dois avoir l'impact parce qu'on est vraiment en changement de paradigme. C'est-à-dire que l'hébergement de longue durée va toujours demeurer. Mais par contre, il y a des choses qui changent dans la société en termes d'offres de services et souhaits de la population qui vieillit. Est-ce que ça répond mieux? Ça répond mieux, ça répond très bien à ma question. Est-ce qu'il me reste du temps, Monsieur le vice-président? Ça vient de s'écouler à l'instant, donc on va passer maintenant à l'opposition officielle. Vous disposez de 10 minutes environ également, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaite savoir auprès du M3S, vous avez dit que vous avez confié 2 mandats d'analyse à une entreprise spécialisée et reconnue en la matière afin d'obtenir une évaluation neutre et indépendante relativement au et aux avantages d'un éventuel élargissement de la plateforme qui serait utilisée. Moi, je souhaite savoir quels étaient les critères qui étaient retenus pour choisir cette entreprise et aussi pourquoi 2 mandats distincts et pas 2 fermes indépendantes pour permettre une comparaison. À qui s'adressait votre question? Et puis, sans vouloir vous reprendre, mais c'était un petit peu inaudible, donc peut-être reprendre la fin de votre question. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Je vais parler plus fort. Au ministère, je parle de l'évaluation des firmes, la firme que vous avez retenue. Alors, je souhaite savoir les critères pour choisir l'entreprise spécialisée. Et aussi de savoir, parce qu'ils ont eu 2 mandats distincts au lieu de confier à la même entreprise. Alors, je voulais savoir pourquoi non 2 fermes indépendantes pour permettre une comparaison. Allez-y, M. Paré. Oui, Daniel Paré, une excellente question par rapport à cet élément-là et la personne qui travaillait au niveau du ministère dans ce temps-là, malheureusement, n'est pas présent aujourd'hui. Mais je pourrais vous revenir peut-être avec je dirais, le mandat en tant que tel qu'on avait donné, là, juste pour ne pas vous induire en erreur. Est-ce que vous pouvez donc préciser? On ne vous entend pas, donc je ne sais pas si votre micro est fermé, Madame la députée. Bon, visiblement, c'est ici, dans cette salle, que le problème réside. On ne l'entend pas, nous non plus. OK. Non, on ne vous entend pas. Je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. On va suspendre quelques instants, si vous le permettez. Parfait. Donc, nous reprenons maintenant nos travaux. Désolé pour ces petits soucis techniques. Madame la députée, je vous cède à nouveau la parole. Allez-y. Oui, je crois qu'il y avait une question, mais je ne l'avais pas entendue. Alors, Monsieur Paré, est-ce que vous pourriez reprendre la question que vous avez adressée à Madame la députée, s'il vous plaît? Dans le fond, je vous ai déjà débuté un élément de réponse, mais mes équipes me donnent des informations complémentaires. Fait que les 2 études ont été faites par la même firme. Je pourrais même confirmer le nom. C'était KPMG, qui était la firme en tant que telle. Mais le mandat était quand même différent. C'est pour ça qu'il y a eu deux analyses. Fait que c'est la raison qu'on parle quand même de deux études, mais qui étaient faites quand même par la même firme. Parfait. Et comment allez-vous s'assurer qu'ils sont vraiment neutres et indépendants s'ils sont vraiment financés par le ministère?
Ben, c'était quand même le ministère qui était mandataire. Dans le fond, quand on lance ce contrat-là, on voulait qu'il nous conseille. Fait que par définition, on disait qu'on voulait avoir une étude neutre. Je prends la firme KPMG, mais ils ne vendent pas de système informatique, etc. Fait que c'est dans ce terme de neutralité-là il n'y avait pas de lien avec un système de rendez-vous, de plateforme de rendez-vous. Là. Fait que c'est en lien avec cette notion-là de neutralité. Et le coût total des 2 mandats qui ont été confiés à l'entreprise spécialisée? Attendez-moi, parce qu'il y a des membres de l'équipe. Parfait. Sinon, Madame la députée, je pourrais la fournir, cet élément-là, à la commission. Là. Parfait. Si je l'ai d'ici la fin de la rencontre, je pourrais vous l'envoyer. Sinon, je pourrais vous la faire suivre par dessus. Parfait. C'est parfait. Est-ce qu'il me reste du temps? Non, mon temps est écoulé. Oui, il vous reste environ 6 minutes, Madame la députée. OK, parfait. Je souhaite aussi savoir si vous pouvez fournir les détails sur les méthodologies que vous avez utilisées pour calculer le chiffre de plus de 5 000 travailleurs revenus. Par ailleurs, je sais que ça représente 133 millions d'économies, mais est-ce que ça, c'est uniquement une réduction de coûts dû au plafonnement de tarifs ou le volume d'heures utilisé? Comment avez-vous fait cette étude? Président, je pense que j'ai capté la question. Il manquait des petits bouts à la fin, là, mais je pense que j'ai capté en termes... Je parle de main-d'œuvre indépendante parce que vous avez mentionné que le plafonnement des tarifs, une nouvelle convention collective ont représenté un retour de plus de 5 000 travailleurs d'agence au sein du réseau public. Fait que je voulais savoir comment vous avez calculé le chiffre de 5 000 travailleurs et si ça représente des économies. Sont quoi les économies que ça représente? Parfait. Je vais débuter un élément de réponse, puis mon collègue, M. Lehoulier de Santé Québec, parce que c'est lui qui est en train justement là, de bien compter tout ça pour compléter. Fait que, pour répondre vraiment à votre question sur les économies et sur les gens qui entrent, qui reviennent, bien, on le sait parce que c'est un des pistes d'information, un élément d'information qu'on demande. Et vous savez, peut-être, lors de la dernière convention collective, on avait quand même eu une entente avec les syndicats pour reconnaître un certain niveau d'ancienneté. Fait qu'il y a un intérêt à savoir quand ces gens-là reviennent. Fait que ça, ce chiffre-là, c'est un élément important. Et au niveau de l'économie, je pense que vous avez déjà mis une bonne piste d'information. C'est au niveau du taux. Hein. Vous saviez, on avait des taux exorbitants jusqu'à un certain temps. Et en plafonnant les taux, on est capable vraiment de venir calculer et on connaît aussi le taux qu'on paie au niveau de nos employés. Peut-être, Vincent, si tu pourrais compléter mes éléments de réponse. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est une question à la députée. Je suis content de revoir aujourd'hui. Dans le fond, effectivement, on a réduit, on a été capable de capter les embauches vraiment par 100% de réduction d'heures de main-d'œuvre indépendante. Donc, il y a une économie liée à l'écart de taux, donc qui est effectivement là, liée au plafonnement pour les établissements qui ont encore de la main-d'œuvre indépendante. Les tarifs sont maintenant plafonnés, d'une part, mais il y a quand même une partie importante des établissements qui ont éliminé complètement la main-d'œuvre indépendante. Donc, ils n'ont pas éliminé complètement la dépense parce que ces personnes-là ont été remplacées par des employés réguliers. Mais ce qu'on a capté, là, c'est ce qu'on appelle communément l'écart de taux horaire. Donc, une personne à l'embauche d'un établissement va nous coûter moins cher qu'une personne provenant d'une agence. Donc, c'est cette économie-là qu'on a captée. Donc, dans les prochains 2 ans environ, on anticipe avoir encore des économies qui vont s'ajouter puisque les établissements prévus là, dans les autres vagues vont progressivement là, réduire jusqu'à l'élimination en 2026 de la main-d'œuvre indépendante, vont réduire leurs coûts aussi. En même temps qu'on espère évidemment vont être capables de continuer à faire des embauches. Par curiosité, est-ce que ça c'est plus infirmière ou plus préposé aux bénéficiaires? C'est beaucoup dans le secteur, effectivement, des soins infirmiers puis des préposés aux bénéficiaires, puis aussi au niveau des A3S, là, comme on les appelle communément, en soutien à domicile. Donc, il y a eu beaucoup d'embauches dans ces secteurs-là, mais pas exclusivement. Il y a même eu plusieurs personnes embauchées dans des secteurs plus administratifs. Donc, c'est global. Et dans le secteur psychosociaux aussi, il y a eu différentes embauches, mais le gros là, est du côté des soins infirmiers et des services d'assistance directe aux personnes. Okay.
Monsieur le Président, est-ce qu'il me reste du temps? Il vous reste 1 minute 10 dans ce bloc-là. On peut le reporter sur le prochain bloc, si vous voulez. Oui, s'il vous plaît, parce que la question est plus longue, puis fait que la réponse se fait plus longue. Fait que merci. Aucun problème, aucun problème. Donc, nous revenons au groupe formant le gouvernement. Je pense que Madame la députée de Bellechasse avait une autre intervention, ou poursuivre celle qu'elle avait entamée tout à l'heure. Vous avez également environ 10 minutes dans ce bloc. Allez-y, Madame. Merci. Oui, c'est effectivement ça. Je voulais poursuivre celle que j'avais entamée déjà. Donc, j'ai bien compris qu'il y a une analyse qui s'est faite, pour établir un portrait clair des besoins en hébergement par région en fonction des réalités qui sont en évolution. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous m'avez expliqué. Donc, de manière à avoir un portrait qui est plus précis, plus juste pour le futur. Donc, ça a été fait. Puis, parallèlement à ça, vous mentionnez avoir fait des projections de besoins en matière d'hébergement sur la base des profils des usagers en gardant en tête qu'on vise beaucoup de soutien à domicile. En parallèle, les établissements sont incités à des processus d'appel d'offres sur du moyen-long terme, donc 10 ans. Ma question est comment ça se concilie 10 ans alors qu'on est en analyse de besoins de besoins évolutifs, en fait, dans une zone de transition des besoins. Je ne sais pas comment nommer ça, là, mais c'est un peu ça, en fait, que vous m'avez expliqué tout à l'heure. Monsieur le vice-président, je demanderai à Mme Landry peut-être de poursuivre son élément de réponse. En fait, je vais débuter, puis ensuite, je vais inviter les collègues de Santé Québec également à prendre la parole, qui vont vivre concrètement sur le terrain, justement, la prolongation des appels d'offres et les plages ou les chambres utilisées là, en appel d'offres pour l'hébergement de longue durée. En fait, comme, oui, nous favorisons à plus long terme là, la durée des contrats, ne serait-ce que pour... En fait, c'est vraiment un motif pour les aînés en soi, pour la continuité aussi, puis une facilitation d'offres de services, d'organisation de services, puis un partenariat qui se noue avec le temps aussi et qui peut faciliter les choses. Donc, en fait, comme le besoin est en croissance, le fait d'avoir des places au long cours, je vais les utiliser assurément parce que le besoin est en augmentation. Puis moi, ma projection m'amène aussi à un nombre de places plus élevé pour les 10 prochaines années. Là. Donc, c'est clair. Fait que dans le fond, ces places-là vont s'utiliser, ça va de soi, avec un certain taux de roulement qu'on observe en hébergement de longue durée. Puis là, bien, si vous permettez, Monsieur le Vice-président, les collègues de Santé Québec qui vivent cette réalité-là sur le terrain ont peut-être quelque chose à ajouter concrètement, les établissements qui font aussi les appels d'offres avec les CHSLD ou les RPA. Donc, si vous permettez, je passerai la parole pour compléter la réponse. Oui, bien entendu. Encore une fois, je demanderai aux personnes qui vont intervenir de bien vouloir se nommer et de préciser quel poste ils occupent. Est-ce que vous aviez ciblé quelqu'un? Allez-y, je vois que... Oui. Allez-y, madame. Oui, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas s'il y avait des PDG qui voulaient s'exprimer avant. Robin Marie Coleman, vice-présidente adjointe à la coordination de l'accès au siège social, en fait, de Santé Québec. C'est sûr, ce que Mme Landry vient de mentionner, c'est vraiment une évolution importante des besoins. Donc, on voit, là, si on voit ça dans une courbe, les besoins vont évoluer au cours des prochaines années. Et en fait, le rôle de Santé Québec avec ces établissements, donc ne pas se gêner si les PDG souhaitent apporter des exemples plus concrets, c'est vraiment d'appliquer en fait l'évolution des besoins d'hébergement en fonction des orientations et des budgets qui sont octroyés, mais également de capitaliser sur tous les programmes là, dont Mme Landry a bien expliqué, qui vient réduire ces besoins en hébergement. Donc, l'évolution en fait des pratiques en soutien à domicile, les alternatives à l'hospitalisation, de vraiment établir des partenariats étroits avec des ressources, des résidences privées pour personnes âgées afin de s'assurer que les usagers puissent y héberger d'une manière sécuritaire le plus longtemps possible.
Alors, vous savez là, que les besoins évoluent, donc on se doit comme société d'amener vraiment des changements importants dans la façon qu'on s'occupe de nos aînés afin de réduire ce besoin-là, parce que sinon, il n'y a personne qui va y arriver, là. Alors, vraiment, il y a de super de beaux programmes. On travaille d'une manière extrêmement étroite avec nos partenaires ministériels afin de joindre des besoins opérationnels avec les orientations qui émergent. Et on va vraiment mettre beaucoup plus d'emphase au cours de la prochaine année sur le soutien à domicile, sur le soutien à nos partenaires, évidemment, selon actualiser les besoins d'hébergement et tels que précisés par M. Paré dans son introduction aujourd'hui. Merci beaucoup, ma chère dame. Je ne sais pas, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de collègues là, qui sont, parce que c'est pas comme être en salle, là. Non, ça va. Tout va bien. Merci, Mme la députée. Merci, Mme Ataya. Madame la députée, pardon. J'aimerais peut-être poser une question à M. Tremblay concernant la recommandation 5, en fait, qui était de donner plus d'informations en amont aux soumissions potentielles pour les contrats de place en hébergement. Puis j'aimerais peut-être souligner, M. Tremblay, là, je vous cherche sur mon écran, mais oui, voilà, je vous ai trouvé, que vous avez mis en place plusieurs actions, quand même 5 pistes d'action depuis en fait, dans le cadre de cette demande-là. Donc, je le souligne parce que c'est volumineux, donc il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Et vous mentionniez là, que vous atteindrez votre objectif, entre autres, avec la main-d'œuvre indépendante plus tôt que ce qui était prévu. Alors, je le souligne aussi. Maintenant, dans vos actions proprement dites concernant l'information en amont, vous avez mis, développer une page web pour informer les soumissionnaires potentiels dès que les modalités sont connues. Donc, c'est une page web qui s'adresse uniquement aux soumissionnaires ou elle est ouverte et tous les soumissionnaires y ont accès et pourront déposer dans les CAO par la suite? C'est essentiellement une page web d'information qui est accessible via notre site Internet, sur le web du CIUS de l'Estréchu, donc accessible au public. Entièrement. Là, moi, on peut y aller très rapidement. Là. Je suis allé à quelques reprises, même lors du week-end, pour valider un certain niveau d'information. Puis, on y retrouve différents éléments qui amènent les gens à bien comprendre, par exemple, ce qu'est une ressource intermédiaire, à quelle clientèle on s'adresse lorsqu'on veut postuler pour devenir une ressource intermédiaire. Donc, quelle est la clientèle là, qui pourrait arriver dans notre ressource et quelles sont les étapes à traverser là, pour être reconnu et pour répondre adéquatement à un appel d'offres. Excellent. Donc, ça veut dire que c'est offert à tous en amont de la réponse, donc pour bien comprendre le besoin que vous avez. C'est bien ça? Essentiellement, oui. Donc, pour les postulants qui sont en réflexion, c'est un outil de référence et d'aide à la réflexion, si vous voulez. D'accord. Donc, parallèlement, vous avez développé des outils de soutien aux opérants déjà actifs, fournir davantage d'informations détaillées sur le profil des usagers et leurs requis en service. Ça va aussi en amont sur votre page ou c'est lors de communication avec des futurs opérants? Ça se fait à 2 niveaux. Ça s'est fait de façon plus large pour rencontrer des postulants potentiels pour l'ensemble de la région qui pourraient vouloir être déposer un intérêt via un appel d'offres pour certains types de clientèle. Donc, on a fait un genre de salon, si vous voulez, où les directions qui soutiennent ces clientèles ont pu échanger avec les postulants potentiels. Donc, ça, c'est un premier élément. Puis, et oui, par la suite, lors d'un appel d'offres, on peut préciser. On précise via déjà l'appel d'offres, on tente de mieux qualifier la clientèle qui est ciblée. Et par la suite, on offre quand même des personnes de référence pour répondre aux postulants potentiels s'ils ont des questions, s'ils avaient des questions. Donc, c'est la même chose à partir du moment où l'appel d'offres est réalisé. Vous pouvez entrer en contact pour préciser les demandes auprès des ressources qui ont un intérêt ou des ressources de votre région. C'est bien ça? Essentiellement, lorsqu'on inscrit un appel d'offres sur le système électronique du gouvernement,
On connaît très bien notre région, on connaît les postulants actuels, on connaît les postulants potentiels. Donc, les équipes sont globalement capables d'identifier s'il y aura des intérêts ou non. Et on informe les postulants potentiels que l'appel d'offres est en place et inscrit au SEAO, sur le SEAO. Puis par la suite, on offre une forme d'accompagnement. Puis vous savez, Madame la députée, qu'il y a une limite entre accompagner et trop accompagner parce que le processus doit être indépendant également. Donc, tout dépendant du postulant, parfois l'accompagnement est quand même tout de même assez important. Seulement, par exemple, un de mes collègues l'a mentionné tout à l'heure, avoir son autorisation de l'Autorité des marchés publics là, pour contracter pour un contrat ou une entente de plus d'1 million. Parfois, c'est simple pour certains postulants, beaucoup plus difficile pour d'autres. Et je dirais pas une difficulté, mais une prudence que l'équipe nous amène, c'est justement de s'assurer que le processus reste complètement indépendant et que notre accompagnement soit également indépendant. Et c'est pour ça qu'on croit que les associations ont également un rôle. Je vous coupe, je m'excuse parce que Monsieur le vice-président, il ne doit pas me rester beaucoup de temps. Hein? Il ne vous en reste plus dans ce bloc-là, Madame la députée. Donc, on reviendra tout à l'heure. Vous céderez à nouveau la parole. Donc, on retourne vers l'opposition officielle. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, vous disposez de un peu plus de 11 minutes dans ce bloc-là. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, je souhaite retourner à la main-d'œuvre indépendante. Je souhaite savoir, de la part du ministère, si vous pouvez dresser un portrait de l'évaluation du taux d'utilisation de la main-d'œuvre indépendante par région et par corps d'emploi. Oui, Madame la députée. Je débuterai peut-être par l'élément de réponse d'une de vos premières questions, qui étaient les deux contrats. Fait que les deux contrats de KPMG. Fait que le premier contrat qui était l'analyse solution pour 121 000 et le deuxième, c'était plus l'analyse actuarielle qui était 120 000 et le tout a été publié sur SAA. Merci. Pour votre deuxième, la question actuelle, je devrais dire, effectivement, je ferais quand même un lien avec les équipes de Santé Québec. Je vois M. Lehouillier qui suit ça de près, là, région par région, pour justement voir là, le taux de décroissance, parce que c'est ce qu'on parle ici. Là. M. Lehouillier. Oui, tout à fait. Vincent Lehouillier, je ne me suis pas nommé vice-président Talent, Culture et Engagement à Santé Québec. Effectivement, on est en mesure d'avoir la variation de la main-d'œuvre indépendante par région. On se souvient que nos régions étaient classées là, dans 3 grandes catégories et les établissements que je pourrais qualifier là, le plus urbains là, de façon générale dans la grande région de Montréal puis dans la région de Québec, eux, ils sont à toute fin pratique là, à 100% d'élimination de la main-d'œuvre indépendante. Quand on arrive dans les établissements de la phase 2, qui étaient les établissements un petit peu plus périurbains, et Dr. Tremblay a mentionné tantôt les données là, pour l'Estrie qui fait partie du groupe 2, même s'ils ont les établissements du groupe 2 jusqu'à octobre là, de cette année. Plusieurs sont résolument là, très avancés et ont pratiquement, même comme à l'exemple de l'Estrie, ont pratiquement éliminé là, la main-d'œuvre indépendante. Les établissements du groupe 3, ce sont les établissements de régions un peu plus éloignés, où on a quand même une réduction significative. À ce moment-ci, mais qui devra continuer de pouvoir évoluer au courant de ces établissements-là jusqu'en 2026, 18 octobre 2026, pour arriver à 0 main-d'œuvre indépendante. Donc, et au plus global, pour vous donner une idée générale, donc comme je disais tantôt, c'est 618 % de réduction là, entre 23-24 et la même période là, de cette année. 24-25, et on est passé, par exemple, autour du personnel en soins infirmiers d'assistance. On est rendu maintenant pour la même période à 1,4 % des heures travaillées en main-d'œuvre indépendante. On était à plus de 10 % l'an dernier. Donc, on voit vraiment là, une réduction significative au global des établissements. Au besoin, la ventilation par établissement est disponible. Si l'intérêt de l'avoir de façon plus ventilée, on pourra partager, mais sans oublier là, qu'on doit quand même départager les résultats des établissements en fonction des trois groupes qui étaient visés par la loi et dont les règlements, il y a 2 règlements qui s'appliquent, là, sont venus préciser surtout les dates et les modalités là, pour viser à la fin de 2026 l'élimination de la main-d'œuvre indépendante.
Je pense que ce serait intéressant d'avoir les données ventilées, parce que moi, je souhaite savoir pour la Côte-Nord comment ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Je vais vérifier si j'ai les données pour cette région-là à titre d'exemple. Là, je ne les ai pas devant moi, mais on pourra certainement... Pendant que vous faites vos recherches, je souhaite aussi savoir si vous serez toujours en mesure d'atteindre les objectifs, si ou bien est-ce qu'on s'attend après une interruption de service. On sait qu'on a déjà procédé avec la Montérégie-Centre, le ouest de l'île. Est-ce qu'on a eu des interruptions de service ou est-ce qu'on a des inquiétudes par rapport à les objectifs que nous devons atteindre? On a eu des réorganisations de services et on a tenté là, le plus possible de ne pas avoir d'impact pour la clientèle. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont dû se réinventer là, et voir différemment? La réponse, c'est clairement oui. L'objectif qu'on poursuit à chaque fois, par contre, c'est de dire, ça peut être un peu complexe à l'interne de se réorganiser, mais on essaie de s'assurer que ça soit le plus transparent possible et sans impact pour la population, pour la clientèle. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que l'approche en palier nous aide là, à voir venir les choses. De voir aussi que, comme M. Paré le mentionnait tantôt, il y a quand même des leviers qui vont venir nous aider pour les établissements qui doivent éliminer la main-d'œuvre indépendante pour la fin de cette année et la fin de 2026, notamment les nouvelles conventions collectives qui entrent en vigueur. On l'espère, vont nous aider à attirer plus de personnel là, dans certains postes. L'autre élément, c'est la mise sur pied de l'équipe volante publique aussi. Il y a déjà presque un an de ça qui vient, entre autres pour la région de la Côte-Nord, qui est le plus gros client de l'équipe volante publique, là, qui vient donner un coup de pouce complémentaire. L'équipe volante publique ne pourra pas remplacer complètement la main-d'œuvre indépendante dans ces régions, dans les régions qui en ont encore, mais certainement peut amener un complément là, avec l'ensemble des autres moyens qui vont permettre de rencontrer les objectifs. Il reste que des régions comme pour la Côte-Nord ou la Témiscamingue, c'est quand même un grand défi, il ne faut pas se le cacher. C'est très ambitieux. En même temps, quand on regarde dans les centres urbains, il y a des établissements comme, par exemple, l'établissement, moi, que j'ai dirigé puis qui couvre une partie de votre circonscription, Mme la députée. C'est un établissement qui a quand même réussi là, à passer de 35 000 heures là, main-d'œuvre indépendante à pratiquement zéro là, à ce moment-ci là, en base annuelle. Donc, c'est quand même assez significatif. En maintenant, globalement, son panier de services, mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui ont dû, comme je le disais, revisiter leur façon de s'organiser pour être capable de rencontrer cet objectif-là. Est-ce que les courbes de postes demandés par Santé Québec peut être un enjeu? Bien, c'est sûr que, d'une part, on ne demande pas l'abolition de postes du côté du siège social. Je pense que c'est plus à chacun des établissements d'effectuer son retour à l'équilibre budgétaire en tenant compte, je vous dirais, des ressources en place. Ça n'ajoute pas, je dirais, de degré de difficulté. Ça peut ajouter un petit peu de complexité, mais je vous dirais que il y a des réorganisations aussi qui ont permis, dans le cadre des exercices budgétaires, d'amener de la main-d'œuvre, par exemple, puis moi, c'était le cas là, dans l'établissement de Montréal dont je décrivais. Il y a un certain nombre de mois de ça, on s'est rendu compte qu'on avait des surplus de personnel dans certaines unités le jour, la semaine, et on était en manque, donc en main-d'œuvre indépendante le soir, la fin de semaine, sur des heures plus défavorables. Donc, c'est sûr que puis les surplus de personnel sont dus à des rehaussements qui avaient été faits pendant la période pandémique. Donc, c'est sûr que le rééquilibrage de tout ça a permis, d'une part, d'éliminer dans plusieurs équipes la main-d'œuvre indépendante dans le soir, la fin de semaine et la nuit. Donc, amener des économies, mais aussi ramener des structures de personnel le jour qui correspondent davantage à des besoins post-pandémiques là, qui est la période qu'on vit actuellement. Je dirais que dans certains cas, ça a pu se rééquilibrer de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans effort et qu'il n'y a pas d'impact sur les employés. Ça, c'est clair que changer de corps de travail, ça peut nécessiter de réorganiser là, sa logistique, évidemment personnelle. Mais c'est clair qu'il y a à certains moments, il y a plusieurs établissements qui ont été capables de rééquilibrer les choses et aller chercher des économies de cette façon-là.
Et est-ce que vous avez un plan spécifique pour la région de l'Outaouais, étant donné que c'est vraiment en proximité d'Ontario, puis on entend souvent qu'on perd nos employés qui vont aller à l'autre province? Est-ce qu'il y a un plan spécifique pour ceci? Bien, d'abord, oui. D'abord, dans le contexte des conventions collectives là, qui ont été renouvelées un petit peu plus que dans la dernière année ou un peu avant ça, il y a différentes enveloppes là, dont la région de l'Outaouais bénéficie pour être en mesure, je vous dirais, de se montrer plus attractive là, face à l'Ontario voisine, mais aussi à retenir les gens. Donc, c'est aux parties en place, là, c'est-à-dire les syndicats concernés de l'établissement et la partie syndicale de convenir avec plus de détails, là, je vous dirais, de l'application de ces mesures-là, et c'est en cours. Donc, ça, c'est sûr que on espère que ça va aider. Et on continue de travailler avec le CIS de l'Outaouais pour identifier des mesures à plus long terme, particulièrement dans le contexte du nouvel hôpital là, dont je dirais, la planification est en évolution du côté de Gatineau pour s'assurer qu'on soit au rendez-vous dans le temps par rapport à ce gros projet-là. Merci. J'aurais une question pour Mme Idrissi du CIUS Centre-Ouest. Vous avez dit que vous avez éliminé l'utilisation du main-d'œuvre indépendant, sauf des dérogations spécifiques. Alors, je souhaite savoir si vous pouvez préciser la nature exactement. C'est quoi une dérogation spécifique qui permette encore le recours aux main-d'œuvre indépendant? Et aussi peut-être des circonstances dans lesquelles que vous avez besoin de ce type de service. Oui, merci à Mme la députée. Alors, effectivement, les délais que nous avions pour éliminer la main-d'œuvre indépendante étaient au 31 mars 2025. Effectivement, la majeure partie avait été éliminée. Il nous restait quelques secteurs spécifiques, notamment en inhalothérapie et certaines unités de soins. Nous avons eu et puis aussi un programme spécifique, j'y reviendrai. Nous avons eu jusqu'au 30 mai pour donc de dérogation et une prolongation de délai. Au 30 mai, ces main-d'œuvre indépendantes vont être éliminées complètement. La seule qui reste, c'est un programme spécialisé pour les bébés complexes à Montréal. C'est un programme régional que nous sommes en train de travailler avec l'hôpital Sainte-Justine. Et nous avons encore 2 bébés. En fait, il y aura un seul bébé complexe à domicile, donc il nécessite des services spécialisés à domicile 24/7. Et donc, il va nous en rester un au 30 mai. Mais le processus est en cours avec Sainte-Justine pour pouvoir couvrir également les services pour ce bébé. Alors, c'est la seule exception particulière qui nécessite justement des infirmières spécialisées pour les soins de cet enfant. Merci de précision. Je souhaite vous garder parce que vous avez aussi fait la mention des améliorations notables post-pandémiques en ce qui concerne les taux de conformité administrative pour les soumissions des contrats d'hébergement. Moi, je voulais savoir quelles étaient les principales raisons de non-conformité dans le passé. Et aussi, quel type de problème explique le 17 % de soumissions qui ne sont toujours pas conformes? Oui, alors merci. Si vous permettez, je vais inviter ma collègue, Mme Daniela Candido, qui est notre directrice de la logistique et notre arc au niveau de l'établissement, pour vous donner davantage de précisions. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, la raison de soumission non conforme administrativement il y a plusieurs raisons. Quelqu'un n'a pas signé la soumission, quelqu'un n'a pas scellé l'enveloppe. Il y a plusieurs raisons. La raison qu'on a atteint cette amélioration de conformité, c'est qu'on a fait un webinaire avec les postulants. Et ce qu'on fait quand on lance un appel d'offres présentement, c'est qu'on a un lien dans nos appels d'offres qui va à cette webinaire-là pour rafraîchir la mémoire des postulants. Alors, c'est quand même une amélioration, comme Mme Hachimi Idrissi a mentionné, de 33 % en 2022-23 à 83 % en 2024-25. Alors, la raison des autres, le restant, le 17 %, il y a toujours des gens qui oublient
de possiblement signer, pour les raisons que j'ai mentionnées, signer la soumission ou sceller les enveloppes. On a entendu. Madame la députée, s'il vous plaît, il vous restera du temps, vous pourrez compléter tout à l'heure si vous le désirez. Donc, on va retourner du côté du groupe gouvernemental. Je pense que Madame la députée de Bellechasse n'avait pas terminé sa question tout à l'heure. Donc, je vous cède la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le vice-président. Monsieur Boulet, je voulais terminer évidemment mon intervention auprès de vous. Il restait l'analyse et les documents de non-conformité. L'analyse et documenter les éléments de non-conformité des propositions soumises. Donc, c'est l'exercice que vous avez fait avec les dossiers qui vous sont présentés et qui sont non conformes. Et tout, là, avec l'ensemble de vos mesures, on peut dire que vous avez amélioré votre taux d'appel d'offres de combien? Est-ce que vous avez cette donnée-là? Là, la question s'adresse à moi, c'est ce que je comprends? Oui, bien sûr, Madame la députée, sûr, okay. M. Boulet. Écoutez, tel que je vous le mentionnais, du printemps 2022 à maintenant, il y a eu 5 appels d'offres qui ont été faits, comparativement au tableau 6 du rapport du vérificateur général du Québec. Et sur les 5, 4 ont été concluants. Un seul était non conforme. Comparativement, dans la période antérieure de 2015, je pense, à 2022, 18 appels d'offres avaient été faits, dont 4 avaient été concluants. 14 avaient été jugés non conformes pour différentes raisons ou sans soumissionnaire. Donc, vous voyez l'écart entre les deux blocs, même si, du point de vue des nombres, le nombre reste relativement restreint. D'accord. Donc, oui, c'est vrai, vous l'aviez mentionné, j'en suis désolée. Ça m'a échappé. Probablement que je lisais vos commentaires. Donc, merci beaucoup, M. Boulet. J'aimerais maintenant poser une question peut-être à Dany Duthil concernant le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre ou à un autre collaborateur qui le jugera pertinent. Vous avez mis aussi en place des mesures à la recommandation 5 pour soutenir les soumissionnaires potentiels. Avez-vous identifié, peut-être que vous l'avez identifié, vos résultats à ce jour? Je peux prendre la question, Monsieur le vice-président? Oui, bien sûr, allez-y. Bien, Madame Lachance, comme on l'a dit tantôt à l'allocution, on a mis en place 2 mesures systématiques. Là. Oui. Il y en a une, entre autres, qui est intégrée au processus d'appel d'offres à la 5e journée. Il y a une invitation qui est lancée aux soumissionnaires potentiels pour une séance d'information. Ça, on fait ça maintenant à tous les appels d'offres qu'on a à faire. Alors, pour bien capter nos besoins puis bien saisir là, le profil de clientèle, les attentes de l'organisation, les critères de qualité ou de sécurité qui sont requis. Alors, ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est une plateforme web, un peu comme mon collègue de l'Estrie le fait. Je pense que c'est peut-être possible que nos directeurs travaillent ensemble, qui est sensiblement pareil comme celle de l'Estrie où toutes les informations pertinentes en fonction du profil de clientèle, encore une fois, qu'est-ce qu'une RI, qu'est-ce qu'une RTF, qu'est-ce qu'un service attendu en soutien auprès d'une personne âgée. Alors, tout est là. C'est les 2 grandes mesures phares là, à laquelle s'inscrivent sur d'autres types d'interventions, mais je dirais que nous, on les encapsule sur 2 grands volets. Alors, pour répondre à la recommandation, depuis l'audition du vérificateur général du Québec, nous avons eu 3 appels d'offres. Seulement 3, OK. Seulement 3. Et un peu à l'instar de mon collègue de l'Estrie, sur les 3, 2 ont été jugés conformes. Une a été non conforme en raison justement du manque de certification de l'Autorité des marchés publics. OK. Donc, depuis 2023, vous en avez eu 3. C'est bien ça? Oui, depuis mai 2023. Depuis mai 2023, il y en avait eu énormément dans le laps de temps précédent. Je parle pour l'hébergement, évidemment. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais poser la même question, mais un peu différemment parce qu'on a déjà la donnée.
au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest de Montréal. De votre côté, vous avez noté une amélioration de 13 à 32 pour 2024-2025. Qu'est-ce qui fait entrave à une amélioration, à moins que je n'ai pas bien compris, évidemment, une amélioration qui soit supérieure pour le taux de demande d'appel d'offres? Merci, Madame la députée. Vous parlez précisément du ratio, en fait, oui. de recours d'appel d'offres oui. par rapport au contrat oui. que nous obtenons. Alors, effectivement, il y a plusieurs contextes dans lesquels nous signons des gré à gré et versus les contrats d'appel d'offres. Donc, je vais laisser ma collègue Daniela Candido pour vous préciser les éléments qui constituent les pourcentages que vous a présentés. OK. Alors, si on parle de l'augmentation de le nombre d'appels d'offres de 2022 à 23, à 25, à 24, 25, c'est ça que vous posez comme question? Oui. Ben, en fait, ma question est davantage pour les... bon, je comprends bien là, la hausse du taux d'appel d'offres, mais il y a quand même une limitation si on prend en considération qu'il en reste encore, grosso modo, plus de 60 qui ne conduisent pas à des appels d'offres. Je voulais juste savoir quelles étaient les entraves ou les difficultés qui provoquent ça, ou pas de difficultés, puis des situations particulières, tout simplement, là. Que la hausse soit de 13 à 32, c'est bien, mais la réalité, le reste, c'est ça ma question. Oui, bien, tout dépend de la planification des besoins. Alors, les rencontres avec ceux qui ont besoin des services, on essaie de pas être à la dernière minute quand un contrat vient à échéance. Alors, on travaille avec nos collègues pour pouvoir planifier les besoins et prendre le temps de faire les appels d'offres. Comme vous savez, faire un appel d'offres prend du temps. Quand on parle d'appels d'offres pour des achats de places, il y a une grande préparation qui se fait en amont. Et ensuite, avec des comités de sélection, ça aussi, ça prend du temps. Et des fois, il peut y avoir des problèmes avec les membres du comité qui ne sont pas disponibles pour l'évaluation des besoins. Alors, ça peut retarder certains appels d'offres où on passe à des gré à gré. Mais c'est certain qu'on suit les indicateurs pour améliorer le taux de contrats qui sont faits gré à gré versus appel d'offres. OK. Donc, dans le fond, vous m'avez mentionné que la contrainte, c'est le temps pour préparer les appels d'offres et les contraintes de disponibilité des comités, qu'en fait, c'est des enjeux de temps principalement qui font en sorte que le taux est passé de 13 à 32, mais pas à 60, mettons. C'est bien cela? Oui, il y a plusieurs facteurs qui déterminent le pourquoi. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on est dans la bonne direction. Alors, on met de l'effort, on donne de la visibilité, on partage les informations et les résultats et ça va toujours à la hausse. Je compléterai, si vous permettez, aussi, il y a des contextes cliniques pour lesquels on ne fait pas d'appel d'offres, par exemple, lorsqu'on a à assurer la continuité des services pour une clientèle vulnérable. Et donc, on poursuit avec le même fournisseur ou même propriétaire. Alors, donc, ce que vous me dites, c'est que le 100 ne sera jamais atteignable puisqu'il y a des données, des dossiers ou des situations particulières qui font en sorte que c'est exclu d'office parce qu'on doit travailler d'une manière différente. C'est bien ça? Oui, en effet, je ne pense pas qu'on arriverait à 100 et la loi le prévoit. Prévoit les moments ou en tout cas les contextes dans lesquels on peut signer des gré à gré pour les différentes circonstances cliniques et autres, et notamment des situations d'urgence, etc. Merci, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont des questions. Il resterait environ 3 minutes pour le gouvernement. Écoutez, c'est pas si... Moi, écoutez, je vais saisir cette opportunité. Je vais, au nom du gouvernement, donc adresser une question au docteur Tremblay. Tout à l'heure, vous parliez des RI.
Est-ce que toutes les ressources sont affectées? Parce que je sais, puis là, moi, je fais une petite déviation vers ma circonscription qui est celle de Portneuf, où parfois on a, c'est pas l'impression, mais si je fais sortir les chiffres, on me dit que toutes les ressources disponibles ne sont pas en opération sur le territoire. Est-ce que c'est le cas partout, à votre connaissance, ou chez vous, par exemple, comment est-ce que toutes les ressources intermédiaires sont affectées? C'est-à-dire que, écoutez, il y a quelques éléments à prendre en considération avant de vous répondre. Un, l'évolution des besoins de la clientèle. La clientèle présente des profils de plus en plus spécifiques, particuliers, pour lesquels on se doit de trouver la bonne ressource pour répondre à leurs besoins, parce que, comme l'a mentionné certains collègues du ministère de la Santé et des Services sociaux, au fil du temps, on développe de nouvelles pratiques, de nouveaux programmes. Donc, la clientèle qui a besoin d'hébergement est une clientèle qui change au fil du temps. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'ensemble des ressources qui peuvent être qualifiées ressources intermédiaires ou qui le sont sollicitées sur le territoire de l'Estrie. Mais ces ressources ne sont pas distribuées, si vous voulez, de façon toujours de la meilleure par rapport aux besoins de la clientèle. 9 réseaux locaux de services, certaines villes comme Sherbrooke, Granby versus des villes comme Mégantic, des sources. Donc, on a des réalités différentes avec des ressources qui sont dans les différents réseaux locaux de services qui ont également leurs limites et on se doit de composer avec l'infrastructure de partenaires qui est autour de nous. Mais je peux vous assurer que la connaissance de l'ensemble des ressources possibles, actuelles et potentielles, elle est très bonne de la part de l'ensemble de l'équipe. Et oui, je pense que les ressources intermédiaires de l'ensemble du territoire sont sollicitées au fil du temps pour répondre aux besoins de notre clientèle. Bien, merci. C'est donc ce qui complétait le temps accordé au gouvernement pour cette période de travail. On retourne donc auprès de la députée, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Il vous reste 8 minutes, Madame la députée. Merci. Est-ce qu'on sait le nombre moyen de personnes en attente d'une place d'hébergement dans les 5 dernières années? Oui, Madame la députée, c'est un des éléments là, qui est suivi en lien avec le fameux tableau de bord public qu'on a. Fait que c'est disponible, mais je demanderais quand même à Madame Landry qui pourrait là, quand même nous donner là, la donnée live, si vous me permettez l'expression. Juste un petit moment, je vous trouve la donnée, je vous reviens. J'ai la donnée, j'ai peut-être pas la donnée pour les 5 dernières années, mais j'ai la donnée assurément actuelle où on garde un regard là, spécifique sur ça. Il y a les collègues de Santé Québec également. Laissez-moi juste un petit moment, désolé pour le temps. Il n'y a pas trop d'aide. Est-ce que vous avez aussi des prévisions pour les prochaines années? Moi, je souhaite savoir si ce portrait inclut des besoins des personnes de moins de 65 ans qui présentent une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme. Je pourrais quand même prendre la question pendant qu'on recherche la donnée. En effet, là, en lien avec les clientèles là, que vous mentionnez, mon autre collègue Caroline de Boncamendi-Morin, qui suit ces types de clientèle, pourrait nous donner des éléments de réponse. Caroline? Oui, bonjour. Caroline de Boncamendi-Morin, sous-ministre adjointe Services sociaux, santé mentale et réadaptation. Dans le fond, au niveau de l'attente pour les moins de 65 ans, les clientèles des BDI, TSA, en CHSLD, on a 4800 usagers qui sont en attente présentement. Pour les autres, on a de l'attente. On a aussi de l'attente au niveau de l'hébergement, la liste d'attente qui est peut-être un peu plus globale là, au niveau de toutes les clientèles ayant des déficiences. Là, on a à peu près 1800 personnes aussi qui sont en attente. C'est sûr qu'on a inclus à l'intérieur de cette liste d'attente-là, pas uniquement les CHSLD, mais l'ensemble des milieux, dans le fond, d'hébergement. Donc, incluant les milieux communautaires, c'est les besoins qui ont été recensés là, de personnes en attente. Donc, il faut s'assurer, dans le fond, d'avoir le bon hébergement pour les personnes. Il y a quand même beaucoup d'hébergements en milieu communautaire, notamment en santé mentale, qui n'est pas inclus dans le parc d'hébergement au niveau des établissements. Donc, ce volet-là est vraiment calculé à part. Il est un petit peu plus difficile à avoir une liste d'attente précise, mais on travaille en étroite collaboration avec les partenaires pour développer des places là, d'hébergement pour ces clientèles-là.
Est-ce que ça, c'est à la hausse, la liste d'attente, ou est-ce que c'est à la baisse? Est-ce qu'on sait qu'on suit la moyenne des dernières années? Je ne serais pas en mesure de vous dire si on est à la hausse ou à la baisse. Je dois vous dire qu'en santé mentale, on n'avait pas beaucoup de données dans les dernières années. Il y a un portrait qui a été fait l'année dernière d'une captation à l'échelle provinciale, d'avoir toutes les régions confier l'information de leurs besoins, en fait, du parc d'hébergement actuel en santé mentale, ce qui n'avait pas été gardé à jour là, dans les dernières années. Donc, on a maintenant un portrait très précis du parc actuel. On est dans la projection pour voir quels sont les besoins. Un peu plus compliqué que les personnes âgées pour la projection parce que ce n'est pas des courbes démographiques. C'est un petit peu plus compliqué à prévoir, mais il y a un travail qui est fait en ce moment là, de la part des collègues de Santé Québec par région, d'être capable de mieux prévoir les besoins d'hébergement, notamment en santé mentale. Comment allez-vous garantir que les coûts budgétaires annoncés récemment ne mettront pas en péril la mise en œuvre des recommandations post-pandémie visant à renforcer les soins en CHSLD? Si vous m'entendez. Oui. Entend très bien. Mais peut-être avant de passer la question aux collègues de Santé Québec, je me demandais si Geneviève, tu avais eu la chance d'avoir la donnée pour ceux qui sont en attente d'une place. CHSLD, donc Geneviève Landry, c'est une adjointe aînée proche aidant. Donc, 750 personnes au 30 mars dernier, là, donc à la fin de l'année financière, 750 personnes en attente d'une place en CHSLD. Puis, pour ce qui est des RI, SAPA, donc RI qui s'adresse aux personnes aînées pour un niveau d'autonomie là, moins hypothéqué, si je peux dire qu'en CHSLD, c'est 93 personnes qui étaient en attente. Merci. Maintenant, peut-être pour la question là, en lien avec les efforts d'optimisation demandés et s'assurer de maintenir les services, est-ce que quelqu'un de l'équipe de direction de Santé Québec pourrait prendre la balle au rebond par rapport à cet élément-là? Je peux y aller, Daniel? Oui. Oui, donc Robin Mary Coleman, vice-présidente adjointe à la coordination de l'accès et des trajectoires de soins. Je veux juste m'assurer d'avoir bien capté là, en fait, votre question, préoccupation. C'est à l'effet avec la demande d'équilibre, de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous avez une préoccupation à l'effet que ça pourrait avoir un impact sur la qualité des soins en hébergement? Mais c'est plus qu'on a quand même eu des recommandations post-pandémie visant à renforcer les soins en CHSLD suite à ce que nous avons vécu. Mais maintenant, on vit aussi des coûts budgétaires. Oui, pour le rééquilibre budgétaire, mais je voulais savoir comment est-ce que le ministère va garantir qu'on ne mette pas en péril la mise en œuvre des recommandations suite à ces coupures. Oui. En fait, je peux parler au nom en fait de Santé Québec et qui inclut en fait l'ensemble des établissements dont on a 3 PDG avec nous aujourd'hui. Ça fait partie en fait vraiment des préoccupations et des priorités là, de Santé Québec de maintenir tous les acquis parce qu'il y a beaucoup de développement de connaissances qui s'est fait en contexte pandémique là. Alors, des fois, je vais reprendre des termes que d'autres collègues ont pris, là, c'est dans comment est-ce qu'on est capable, malgré le fait que des fois, on doit être plus efficiente au niveau des ressources humaines qui sont disponibles, comment est-ce qu'on peut maintenir les acquis et de s'assurer là, de maintenir la qualité des soins et services dans l'ensemble des milieux, là, hébergement, mais aussi dans l'ensemble des autres secteurs également. Donc, c'est vraiment au premier plan dans toutes les réflexions qu'on aura à faire là, par rapport au retour à l'équilibre budgétaire. L'usager et ses représentants sont au cœur de nos préoccupations. Puis, est-ce que vous avez aussi évalué les besoins réels pour les ratios sécuritaires, entre autres, au CHSLD? Parce qu'évidemment, ça fait partie de les recommandations. Puis, si oui, est-ce qu'il y a des données qui sont publiques que nous pourrions étudier? En fait, je sais qu'il y a, puis n'hésite pas, Vincent, si tu as d'autres éléments à apporter, je sais que, ou bien nos collègues ministériels, c'est là où on voit je vais dire, la collaboration étroite entre nous tous avec nos rôles et responsabilités. Donc, le ministère est aussi à élaborer et à travailler sur c'est quoi les orientations par rapport à la composition des équipes de soins dans les différents secteurs d'activité. L'hébergement en fait partie. Donc, évidemment, lorsque ces orientations-là seront officielles et partagées, on va travailler en collaboration pour s'assurer de leur actualisation. Dans le contexte où on sait qu'on doit être
je vais pas dire créative, là, mais où on doit renouveler nos façons de faire et de s'assurer de mettre à contribution l'ensemble des professionnels qui peuvent œuvrer en hébergement, mais dans d'autres secteurs également, pour s'assurer là, dans tous les autres contextes là, qu'on offre des soins de qualité là, de la meilleure façon possible avec tous les défis en lien avec les ressources qui existent. OK. On sait que ça fait partie aussi des recommandations, des rénovations, des reconstructions de quelques établissements. Combien ont suivi ce chemin? Combien ont été amorcés depuis 2020 pour corriger les lacunes qui ont été identifiées? Madame la députée, je pense que du côté ministériel, on aurait quelques éléments de réponse à venir bonifier ce que Santé Québec disait et on pourrait peut-être aussi, après ça, répondre à votre dernière question. Madame Landry? Oui, Geneviève Landry, ministre adjointe aînée proche-aidante, au ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, pour répondre à votre question là, sur le fond, Monsieur le vice-président, Madame la députée, c'est vraiment ce qui est venu consolider les choses là, sur le plan gouvernemental, justement, suite aux apprentissages de la pandémie. C'est vraiment le lancement d'une politique gouvernementale en hébergement. Donc, en avril 2021, cette politique-là est arrivée, puis à tout jamais, elle vient, on va la réviser un jour évidemment, mais elle vient dire c'est important, voici les principes clés et cette politique existe. De ça découle un plan d'action paru en mai 2022. Donc, le plan d'action, il y a quand même eu un investissement substantiel là, de quelques milliards de dollars, mais il y a surtout des mesures fortes. Un gestionnaire de site par établissement, des chargés de projet dans les sites CCIUS qui s'assurent du niveau clinique, qui s'assurent du niveau de qualité. Donc, on est vraiment venu consolider tout ça. Puis le plan d'action, il va jusqu'en 2026. Donc, on a encore un an devant nous. La politique, elle demeure comme fonds gouvernemental pour les orientations. Et donc, on est déjà à réfléchir quel sera le prochain plan d'action, comment on s'amène avec tout ça pour garder ces acquis-là. Et je vais souvent sur le terrain, en fait, voir en fait des visites terrain, des visites dans les CHSLD, pas pour faire un travail de fond, mais pour aller vraiment voir qu'est-ce qui est puis s'inspirer. Et on voit vraiment une différence. Les gens qui sont sur le terrain ou les chargés de site nous disent qu'il y a un avant puis un après. Donc là, l'objectif, c'est de garder là, ces acquis-là qu'on a pu faire en hébergement. Puis ces documents-là sont sur le site Internet du ministère, là, si vous voulez les consulter, vraiment un plan d'action avec des mesures très concrètes. Merci. Et pour le maintien de bâtiments, rénovation, reconstruction, est-ce que nous avons une réponse par rapport à ceci? Combien de projets ont été amorcés depuis 2022 pour corriger les lacunes? Je peux y aller pour la suite. Là. On est vraiment, pour les rénovations à proprement parler, il y en a eu quelques-uns de faits, mais c'est vraiment la phase 2 qu'on appelle de maison des aînés. Là. Donc, l'effort a été vraiment concentré sur les 46 maisons des aînés qui sont pratiquement là, tous livrées. En fait, on en a 41 d'ouvertes livrées avec un taux d'occupation de 90 %. Donc, c'est pas vrai là, que ces maisons-là sont ouvertes et vides. Là. Donc, ça a été l'essentiel de l'effort sur les nouveaux endroits, les endroits plus modernes, puis aussi influencer le modèle d'hébergement au Québec, donc de s'en aller ailleurs, d'être vraiment dans ce concept de maisonnée. Fait que ça, c'était phase 1. Il y en a 41 actuellement ouvertes, puis on s'en va jusqu'à 46. La phase 2 est la rénovation de plusieurs CHSLD là, pour lesquels les collègues de Santé Québec ont repris la balle. Donc, les CHSLD les plus vétustes, s'assurer de les rénover là, sur une certaine période. Puis, la phase 3, c'est, comme vous avez pu voir au PQI, là, c'est vraiment inscrit dans le budget, là, c'est public, c'est vraiment d'aller vers une construction de 5 à 7 000 places, mais là, on est dans la mise à l'étude. Comment on planifie ça justement pour faire face au vieillissement de la population et comment on fait évoluer nos modèles, puis qu'on fait certains partenariats aussi. Comme je le disais d'entrée de jeu, on n'est plus dans le statu quo, on est vraiment dans des nouvelles façons de faire. Donc, en gros, c'est vraiment là, les chantiers esquissés à grands traits là, pour le volet de places d'hébergement et de ce qui a été construit là, dans les dernières années. Okay. Monsieur le Président, est-ce qu'il me reste du temps? Alors, je vous annonce une bonne nouvelle, Madame la députée, puisque le deuxième groupe d'opposition ne prendra pas la parole, ne posera pas de questions. Donc, il vous reste 6 minutes qui vous ont été octroyées de manière supplémentaire. Et je rappellerai aussi que n'oublions pas que nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du rapport qui a été déposé par le VGQ. Donc, j'aimerais qu'on reste dans ce domaine-là, s'il vous plaît. Mais il vous reste 6 minutes, Madame la députée. Allez-y. Parfait. Ça augure bien. J'ai des questions pour le 6 de Montérégie Centre. Suite à la lecture du document puis la présentation, parce qu'ils ont parlé
Vous avez parlé du faible nombre d'appels d'offres. Je crois que vous avez parlé des soumissionnaires qui ont assisté à des séances d'information. Mais moi, je souhaite savoir, parce qu'il y en a tellement qui sont non conformes, est-ce que ça s'agit des cas isolés ou est-ce que le fait qu'on avait juste comme une personne qui a assisté, est-ce que c'est parce qu'une cause d'efficacité ou qu'est-ce qui explique cet exemple que vous avez soulevé? Ouais. Dans le cas de la non-conformité qu'on a eue sur les 3 appels d'offres, c'était le fait qu'il n'y avait pas son autorisation de l'Autorité des marchés publics. Okay. Et nous avions eu un seul soumissionnaire. Et c'était ce soumissionnaire. Alors, oui, je dirais que c'est multivariable. Pourquoi on a si peu de soumissionnaires? Bien, les coûts immobiliers qui ont explosé, la main-d'œuvre indépendante qui coûte cher, la main-d'œuvre tout court, tous les coûts ont explosé. C'est souvent ce que les soumissionnaires potentiels nous disent, c'est que ils ont de la difficulté à aller chercher une performance financière. Là, je parle surtout là, des RI, RTF et des établissements privés où c'est extrêmement difficile pour eux de faire, entre guillemets, leurs frais de gestion de façon correcte. Là. Alors, ça explique ça, mais je vous dis, de façon générale, là, j'ai un faible échantillonnage à vous dire. Je vous donne des trucs que j'ai entendus, mais pas nécessairement expérimenté, parce que comme je vous dis, on a eu un seul soumissionnaire, c'était ce soumissionnaire-là. Alors, je ne peux pas vous dire, on a eu 33, on ne l'avait pas. Alors, mais l'hypothèse que je vous fais, c'est très en lien avec ça. Il y a les coûts immobiliers étant ce qu'ils sont actuellement, on a des problèmes d'attraction pour ce genre d'appel d'offres-là. Et là, vous avez aussi parlé de renforcer la compréhension, la conformité, puis vous avez dit que vous allez intensifier vos efforts de formation, sensibilisation. Fait que moi, je voulais savoir, c'est quoi un exemple d'intensification? Puis est-ce que ça implique des nouvelles activités, des améliorations? Est-ce qu'il y a des partenaires institutionnels qui collaborent avec vous pour atteindre cet objectif? Bien, dans l'intensification, j'ai parlé d'intensification, c'est surtout sur le fait de s'assurer que nos séances d'information, entre autres, là, auprès des soumissionnaires, soient faites. Alors, je pense que ça, ce n'était pas fait dans le passé. Alors, ça, on s'assure de ça. Même chose pour colliger toutes les informations nécessaires pour les postulants là, au niveau de notre site Web. Je pense que c'est plus là que nos efforts sont faits. Mais comme je vous le dis, on n'a fait que 3 appels d'offres depuis 7 ans. Alors, je ne peux pas vous donner un échantillonnage. Voici, on a intensifié, puis on n'a pas eu cette occasion-là jusqu'à maintenant. Là. Mais on a le désir de le faire. Oui, c'est sûr. Mais je l'ai noté parce qu'identifie nos efforts. Je dis, bon, c'est intéressant. Je souhaite savoir un petit peu plus en ce qui concerne le plan. Mais évidemment, vous n'êtes pas le seul. Je sais que M. Tremblay, M. Goulet aussi, vous avez parlé des mesures d'information qui sont la mise en œuvre des mesures d'information complètes. Vous avez également observé que les séances d'information, il y a peu ou très de prestataires présents. On a déjà soulevé, mais moi, je souhaite savoir, est-ce que la stratégie inclut comme des mesures d'information, de soutien? Est-ce que ça, c'est le page web dont vous parlez? Puis si oui, comment allez-vous juger que les choses s'améliorent? Parce qu'on souhaite évidemment atteindre un public cible, puis augmenter la possibilité de recevoir des soumissions conformes. Alors, je veux juste mieux comprendre le manque d'engagement aussi suite à ces informations. Est-ce que la question m'est adressée, Madame la députée? Oui, allez-y. OK. Bien, je vous dirais que dans le soutien, tout est une question d'équilibre parce qu'il faut soutenir, mais il ne faut pas favoriser. Il faut faire attention. Alors, il faut donner une information qui est égale et équitable à tous les soumissionnaires potentiels. Alors, dans l'accompagnement, je dirais que la mesure phare de notre plan, c'est vraiment d'intégrer une séance d'information avec nos partenaires cliniques du CIS, nos partenaires en approvisionnement, et autant au niveau financier, pour que tout le monde ait l'information nécessaire pour monter sa proposition. Mais, je veux dire, ça n'exclut pas de répondre à des questions, mais l'accompagnement, ça peut parfois amener des glissements. Alors, nous, on tente de garder
un processus qui est le plus équitable pour tout le monde, et le plus juste et le plus aussi légal. Alors, vous comprendrez que la séance publique avec un site web très détaillé, si jamais vous avez l'opportunité d'aller voir notre site ou celui de mon collègue de l'Estrie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations. Si vous êtes une éventuelle soumissionnaire, vous allez avoir l'information nécessaire en ce qui concerne les profils de clientèle à proposer. Et les gens vont pouvoir, à ce moment-là, faire des soumissions en bonne connaissance de cause, parce que ce n'était pas toujours le cas dans le passé. Des fois, on recevait des soumissions où les gens avaient une connaissance très limitée des clientèles visées. Alors, ce n'est pas gage de qualité et de sécurité en ce qui nous concerne. Alors là, on prend vraiment le soin d'indiquer à des soumissionnaires potentiels, voici la clientèle, voici les portraits de clientèle, les caractéristiques cliniques, mais aussi des caractéristiques aussi physiques dans lesquelles, l'environnement dans lequel aussi que ça se passe, avec les normes et les balises liées à tous les éléments de sécurité, incendie, tout l'aspect réglementaire aussi des villes et du ministère de la Santé et des Services sociaux, puis aussi celui aussi des affaires municipales, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments là auxquels malheureusement, désolé de vous interrompre, je vais devoir mettre un terme à nos échanges. Merci à toutes et à tous pour votre belle collaboration. Merci pour votre compréhension, surtout parce que on a dû faire face à quelques petits défis techniques. Merci pour votre agilité. Donc, la commission suspend ses travaux quelques minutes afin de se réunir en séance de travail, afin de statuer sur ses observations, ses conclusions et ses recommandations à la suite de l'audition. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Je souhaite à toutes celles et ceux qui nous quittent maintenant une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.